Defund Fest, a one-day event that looked at the harms of policing and harm reduction alternatives to policing, invited various community groups to discuss the matter. This discussion explored ending street checks. Bienvenue à cette présentation sur les interpellations policières. Je me présente, je m'appelle Philippe Némé-Lombré, je suis sur le conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés et je suis avec ma collègue. Bonjour, moi c'est Manora Touré, je me présente, je suis militante dans le comité police de la Ligue des droits et libertés. Je suis aussi avocate chez Arsenault Dufresne, oui, avocat, donc je fais des dossiers en litige civil contre la police, entre autres. Puis juste pour donner une petite idée, parce que je prends pas pour acquis que tout le monde connaît bien la Ligue des droits et libertés et son travail, c'est une organisation indépendante, évidemment non partisane, qui a été créée en 1963, donc c'est son 60e anniversaire cette année, et qui travaille sur plusieurs dossiers, que ce soit relatifs à la santé, à l'environnement, aux droits des peuples autochtones, aux enjeux carcéraux, à la surveillance des populations. Et on travaille, essentiellement le travail est organisé en comité. Et puis en 2019, j'y arrive, ce qu'on a fait, c'est qu'on a justement mis sur pied un comité sur les interpellations policières. Donc ça fait 4 ans qu'on travaille sur cette question-là et plus récemment, février 2023, donc tout juste, on a lancé une campagne demandant, ce qui n'était pas le cas avant, on demandait un moratoire, mais là plus clairement, une interdiction des interpellations policières. Donc on a sorti une brochure, je sais qu'il y en a certaines parmi vous qui ont réussi à mettre la main dessus, il y en a d'autres à l'avant. N'hésitez pas à venir en prendre. Donc, on a sorti une brochure et une déclaration qui a été co-signée par 95 organisations qui vont dans le même sens que nous. Peut-être juste avant de commencer, pour mettre la table un peu, juste voir en quoi, à notre sens, cette revendication s'inscrit un peu dans l'idée du définancement de la police. Pour nous, de manière générale, ce que ça prévoit, c'est de réduire les pouvoirs de la police. Ça, c'est une première chose. Ça réduit aussi l'absence des interpellations policières, ça réduit la présence policière dans nos vies et ça contribue plus largement aussi à rompre avec la confiance, disons parfois pieuse, presque religieuse qu'on a envers la police. Donc, envers la police et ses pratiques. Donc, la posture de la Ligue des droits et libertés par rapport à la police, très généralement, c'est d'être d'abord critique de ces pratiques, des interpellations, du racisme, de l'usage de la force, à travers les années aussi de la militarisation des corps policiers, de la surveillance des populations. C'est aussi d'être critique des aménagements et des réformes qui sont mises en place pour améliorer la police. Ce qu'on fait, en gros, une grosse partie du travail qu'on fait, c'est par exemple d'observer avec précision le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec pour voir finalement ce qu'on supposait, mais que ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que finalement ça règle pas le problème? Et ce qu'on fait aussi à la Ligue des droits et libertés, c'est de critiquer les encadrements politiques, législatifs qui sont relatifs à la police. Donc par exemple les différents projets de loi, quand il va y avoir il y a eu ça il n'y a pas très longtemps, un livre vert sur la police. Donc, on scrute ça, puis on maintient un regard très critique là-dessus. Puis ça fait, je le redis encore une fois, 60 ans qu'on fait ça. Dès le début des années 60, il y a eu plusieurs demandes pour des enquêtes indépendantes, des critiques. La Ligue s'est fait entendre pour critiquer la brutalité policière, et pas seulement du service de police de la Ville de Montréal, mais aussi de la Sûreté du Québec et de la GRC. Donc, voilà, juste très brièvement pour dire un peu vers où on s'en va. Ce qu'on propose pour l'atelier, c'est d'abord, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, de cerner vraiment ce que ça signifie, une interpellation policière. Ça a l'air simple, mais des fois, on a une idée peut-être un peu limitée de ce que ça prévoit. Ensuite, on va voir avec vous c'est quoi le problème avec cette pratique-là, à partir de la définition qu'on aura. Et puis finalement, ce dont on veut vous parler, c'est de ce que la Ligue
exige dans ce contexte-là? Qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Et finalement, à quoi vous pourriez contribuer si, évidemment, vous êtes d'accord avec nous. Puis à la toute fin, on aura une période de questions et on essaiera de la faire la plus longue possible. Donc voilà. Donc, avant de commencer, moi, je vais essayer de tester un peu votre niveau de connaissance avant de rentrer donc dans la définition d'une interpellation. Donc, à main levée, j'aurais une première question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'on est obligé de s'identifier dès qu'un policier l'exige? Donc, à main levée, qui pense que oui, on est obligé de s'identifier dès qu'un policier l'exige? Bon. Ça va, on a un public averti. La deuxième question que j'ai à vous poser, c'est donc si on n'est pas obligé de s'identifier dès qu'un policier l'exige, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent nous dire, selon vous, dans quel contexte est-ce qu'on est légalement obligé de s'identifier à un policier? Soit que moi, je peux pas vraiment me promener avec le... Sinon, on peut répéter. Ouais, je vais pouvoir répéter ce que vous dites. Ouais, allez-y. Si on est suspecté d'une infraction, si on en a fait une, ou si on est en voie d'en faire une. OK. Donc, ici, on a eu comme réponse si on est suspecté d'avoir commis une infraction ou si on est sur le point d'en commettre une. Oui. OK. Donc là, on a une deuxième début de réponse. Si la police est prête à procéder contre nous, si on conduit un véhicule, on aurait l'obligation de s'identifier. Est-ce qu'on a d'autres débuts de réponse? Quand on est en état d'arrestation, je vais prendre... Ouais. Il y a aussi la détention. Et aussi de la détention. Donc, vous comprenez que c'est un peu mélangeant, hein, parce qu'on se retrouve avec plusieurs débuts de réponse, plusieurs utilisations de mots différents. On parle de détention, de suspecté, d'arrestation. Donc, c'est pourquoi on va commencer par faire une définition de qu'est-ce qu'une interpellation. Puis, si je vous dis le terme interpellation, ou sinon en anglais on parle de street check, qu'est-ce que ça vous évoque? Oui. Une partie de pêche, c'est un bon début de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête quand on parle d'interpellation ou de street check? Du profilage, en effet. Profilage racial, profilage social. Personne d'autre? OK. Donc, qu'est-ce qu'une interpellation policière? L'interpellation policière, en effet, c'est une partie de pêche. C'est une situation où un policier va tenter d'obtenir l'identité d'une personne et de recueillir des informations auprès d'elle, alors que la personne n'a aucune obligation de dévoiler son identité, ni même de répondre au policier. Okay. Donc, l'interpellation policière, l'objectif, c'est de faire du renseignement policier. Donc, c'est les policiers qui tâtent le terrain pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir, puis à quel point est-ce que la personne va être coopérative. Ça a généralement lieu dans l'espace public, donc ça peut être dans la rue, au parc, mais ça peut être aussi parfois dans des espaces privés. Par exemple, dans une discothèque, dans un bar, où les policiers vont arriver puis vont commencer à parler à un peu n'importe qui. L'interpellation policière, ça c'est un fait intéressant, ça vise aussi les passagers d'un véhicule. Donc, le conducteur d'un véhicule peut se faire intercepter au sens du Code de la sécurité routière. Et donc, le conducteur du véhicule a l'obligation, selon la loi, de répondre aux policiers et de s'identifier. Par contre, les autres passagers du véhicule ne sont pas soumis à cette obligation. Ce qui fait en sorte que lorsque les policiers tentent d'obtenir de l'information des passagers d'un véhicule, cela rentre dans la définition d'interpellation. C'est une partie de pêche. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'objectif des interpellations, c'est de faire du renseignement policier. Donc, les informations qui vont être obtenues par les policiers peuvent être enregistrées dans une base de données, ce que nous, on considère être une collecte abusive d'informations. Dans le jargon juridique, on dit comme quoi, lors d'une interpellation, le policier n'a pas de motif raisonnable de croire ou de soupçon raisonnable de croire que la personne visée a commis une infraction.
Donc souvent, les raisons d'une interpellation peuvent être floues, voire inexistantes. C'est vraiment, encore une fois, une partie de pêche. Tantôt, quand je vous ai demandé, selon vous, dans quelles circonstances est-ce qu'une personne pouvait avoir l'obligation de s'identifier, on a parlé d'arrestation, de détention. Donc oui, en effet, ça, c'est des situations dans lesquelles les personnes ont l'obligation de s'identifier. L'interpellation, c'est pas une arrestation. C'est pas non plus une détention quand, par exemple, la personne se fait détenir pour se faire remettre un constat d'infraction en vertu d'un règlement municipal. C'est pas non plus une interception routière, donc c'est pas lorsqu'un passager d'un véhicule se fait intercepter et doit s'identifier. C'est pas non plus lié à une enquête policière. Donc, à défaut de se respecter, à défaut de se répéter, l'interpellation policière, vraiment, c'est à l'extérieur de tous ces cadres-là qui sont les pouvoirs policiers. L'interpellation policière a aucun fondement juridique. Donc, c'est sans motif et sans fondement juridique. Philippe va y revenir plus tard. Quand on dit sans fondement juridique, ça veut dire que c'est pas un pouvoir qui a été reconnu aux policiers. Oui. OK. OK. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que lors d'une détention pour fin d'enquête, qui est un terme juridique, la personne n'a pas l'obligation de s'identifier, sauf lorsque les policiers sont prêts à procéder. C'est difficile de vulgariser ça comme ça en 2 minutes, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être perdues en ce moment. On pourra peut-être y revenir à la... On pourra y revenir à la période de questions. Mais ça s'enligne un peu avec le pourquoi on demande l'interdiction des interpellations policières. Parce que là, vous allez me dire, mais de ce que tu me dis, la personne n'est pas obligée légalement de s'identifier lors d'une interpellation. Alors pourquoi est-ce qu'on demanderait l'interdiction s'il n'y a aucune obligation? Mais c'est parce que justement, il arrive souvent que c'est pas clair. Pourquoi c'est pas clair? C'est parce que le policier va jamais dire à la personne interpellée qu'elle est interpellée puis qu'elle n'a pas l'obligation de coopérer. Donc souvent, comme il y a un rapport de pouvoir avec les policiers, les personnes, surtout les personnes qui se font souvent harceler par la police et qui se font souvent interpeller, vont sentir qu'elles ont l'obligation de répondre. Donc une interaction avec un policier, c'est souvent une situation stressante et chaque personne peut avoir une réaction différente lorsqu'elle est confrontée à un policier ou même lorsqu'elle est témoin d'une intervention d'un policier. Il y a certaines personnes qui vont décider de s'indigner, qui vont décider de protester et de ne pas coopérer aux directives d'un policier. Il y a d'autres personnes qui vont faire le choix volontaire de se soumettre aux directives par crainte de représailles. Puis c'est justifié de craindre que la situation dégénère parce que c'est possible que, en voulant faire valoir ses droits, donc en refusant de s'identifier, en refusant de répondre aux policiers, la personne s'expose à des risques d'accusation arbitraire, que la personne s'expose à un usage abusif de la force ou encore que la situation dégénère tout simplement, notamment, comme je l'ai mentionné, en raison du rapport d'autorité. Moi-même, je suis avocate de formation. Je fais des poursuites en profilage racial, des poursuites pour arrestation arbitraire, des poursuites pour usage abusif de la force. Puis ça m'est arrivé de me faire interpeller parce que j'étais passagère d'un véhicule et j'ai quand même répondu aux policiers parce que parfois on tente d'acheter la paix. Donc j'ai répondu aux policiers où est-ce que j'allais, d'où je venais. Je lui ai pas donné mon nom, mais reste que j'ai coopéré aux directives du policier qui m'interpellait et à qui j'avais aucune obligation de répondre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas si on est légalement obligé de s'identifier? Parce que nous, avec notre campagne, on demande l'interdiction, mais vous comprenez que c'est pas l'état du droit en ce moment. Donc qu'est-ce qu'on fait d'ici là lorsqu'un policier vient nous parler et qu'on ne sait pas si on a l'obligation de lui répondre ou non? On peut lui poser des questions. On peut demander au policier, c'est quoi le motif de votre intervention? Est-ce que je suis en état d'arrestation? Est-ce que je suis détenu? Est-ce que je suis obligé de m'identifier ou de répondre à vos questions? Donc, vous pouvez demander ces questions aux policiers. On a repris ces questions dans notre guide. Donc, si vous voulez prendre une copie à la fin de la présentation, vous allez pouvoir prendre une copie et il se retrouve aussi sur le site Internet de la Ligue. Donc,
c'est important aussi de souligner que en ce moment, à travers la campagne, on s'attaque aux interpellations policières, mais on tient quand même à souligner qu'il y a d'importants problèmes dans les autres pouvoirs policiers. Donc, dans les pouvoirs d'arrestation des policiers, dans les pouvoirs de détention de policiers, dans les pouvoirs de faire des enquêtes des policiers. Même si on demande l'interdiction des interpellations, c'est pas qu'on est en train de dire que tout va bien dans le reste des pouvoirs policiers. On peut penser donc au profilage social et profilage racial qui opère dans les autres pouvoirs des policiers. Je vais juste poser une question maintenant que j'ai fait la définition des interpellations. Est-ce que il y a certaines personnes qui désirent partager des expériences qu'ils ont eues avec la police qui pourraient, selon eux, ressembler à une interpellation? Ou est-ce que vous vous êtes senti obligé de répondre, ou est-ce qu'un policier vous aurait accosté dans la rue, dans le parc, dans le domaine public? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de partager une interpellation? Où ça? Ah, ici, oui, pardon. Oui. Est-ce que tu veux venir prendre le micro? Ou non? Sinon, on va répéter. Je pense que, ouais, on peut répéter aussi. C'est juste, je doute de ma capacité de mémoire. Mais si tu veux, tu peux venir prendre le micro, sinon je vais me concentrer. Donc, ce qui a été dit, c'est que la personne s'est fait demander donc son nom et a donné un nom fictif au policier. Le nom Étienne, j'assume que c'est le nom fictif qui a été donné au policier. Ah, OK. OK. Donc, c'est un nom fictif qui a été donné au policier, mais quand même, le lendemain, les policiers sont venus cogner, frapper chez l'ami de la personne. Ils connaissaient le vrai nom. Donc, ça a dû faire partie du renseignement policier, même si le vrai nom, le faux nom qui a été donné a quand même dû être consigné quelque part. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite parler d'une interpellation? Oui. Oui, bien sûr, c'est comme vous préférez. Souvent, je m'arrête lorsqu'un policier est en train d'interpeller quelqu'un pour m'assurer que tout va bien. Puis lorsque je m'arrête, puis je les observe, ils vont me regarder, me dire « C'est quoi ton nom? Qu'est-ce que tu fais? » Et souvent, je leur réponds pas, je reste en silence. Puis là, ils vont me dire « Ça va? T'es sûr que ça va? » Ils vont être un peu baveux. Sinon, une fois à Baie-Saint-Paul, avec mon ami ici, il y a un policier qui a reculé dans une auto. Ça a fait un accident et on s'est mis à rire. Là, le policier est sorti, il était très fâché, puis il nous a demandé de nous identifier, puis on est juste partis en riant. C'était bien drôle. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des situations d'interpellation? Comme vous voyez, parfois, ça peut finir en une blague, mais parfois, ça peut finir en des arrestations puis arbitraires, puis des fois, ça peut finir aussi en un usage abusif de la force. Donc, oui. C'est pas un risque de se faire accuser de fraude parce que tu donnes pas des vrais renseignements? Est-ce que c'est pas de la fraude? C'est juste que s'il y a aucune obligation de s'identifier, il y a toujours des risques. Donc c'est pour ça qu'on dit, et c'est pour ça qu'on maintient la position de la Ligue qui est d'interdire les interpellations, parce que on se retrouve dans des situations floues comme ça où les personnes n'ont aucune obligation de s'identifier. Mais à cause du rapport d'autorité de la police, on ne sait jamais où est-ce que ça va mener. Donc, est-ce qu'on parle... Je peux pas te donner une réponse oui, non, mais c'est à cause de ce risque-là et de la violation des droits fondamentaux qui va être abordé après par Philippe qu'on demande l'interdiction.
Oui, on va continuer à procéder, puis comme on l'a dit plus tôt, on va garder une période de questions à la fin. Alors, maintenant qu'on sait très bien, on est des experts sur ce que signifie une interpellation policière, peut-être juste revenir brièvement sur... je pense qu'on a une idée très générale du problème qui vient avec les interpellations policières, mais si on veut résumer ça en quelques points, le premier, ce serait que ça n'a pas de fondement juridique. C'est-à-dire que la police n'a pas ce pouvoir-là, c'est pas un droit que la police a, ni selon le droit civil, ni selon la common law, la jurisprudence. C'est pas quelque chose qui a été accordé comme droit à la police. Donc, il y a ça d'abord. D'autre part, puis ça, j'insisterai là-dessus parce que, évidemment, ce qui retient souvent notre attention, c'est la question du profilage qui vient avec les interpellations policières, qu'ils soient raciales, qu'ils soient sociales. Mais plus généralement encore, c'est une pratique qui viole les droits et libertés de tout le monde. C'est pas seulement certains groupes dans la population, mais ça viole les droits et libertés de tout le monde. Ça viole le droit à la liberté, c'est-à-dire, grosso modo, le droit d'être laissé tranquille, d'être laissé seul, d'être libre de toute ingérence de l'État. Ça viole aussi le droit à la vie privée et à l'anonymat dans l'espace public. Les interpellations, c'est précisément l'inverse de ça. Et le droit à la protection aussi contre les détentions arbitraires. Donc, ça, ce sont des droits qui sont protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, mais aussi par la Charte québécoise. Donc, il y a ça d'abord, et puis ensuite, évidemment, on peut pas ne pas mentionner le fait que c'est une source très importante de profilage racial, de profilage social. Donc, le droit à l'égalité est bafoué, en plus des droits que je viens de mentionner, donc droit à la liberté, à la vie privée, à la protection contre la détention arbitraire. Il y a le droit à l'égalité parce que qui sont les personnes qui sont le plus souvent interpellées? Vous le savez très certainement comme moi. Les personnes autochtones, noires et racisées, les personnes en situation d'itinérance, de marginalité plus généralement, les personnes qui ont des enjeux de santé mentale, travailleurs, travailleuses du sexe. Bon, donc, il y a ça aussi. C'est un problème pour tout le monde et c'est un problème encore plus important pour certains groupes dans la population. Et puis ça, je vais le dire aussi brièvement parce que ça vaut la peine de le savoir, d'avoir des outils pour appuyer ce genre d'affirmation-là. Il y a des rapports qui sont sortis récemment. Il y en a 3, très récemment, 2019 à Montréal. D'ailleurs, à l'initiative du service de police de la Ville de Montréal, qui nous indique que les personnes autochtones et les personnes noires ont de 4 à 5 fois plus de risques que les personnes blanches de se faire interpeller. Que les femmes autochtones, ça monte à 11 fois. Que les personnes arabes, on parle de 2 fois plus de chances. Sauf quand ces personnes arabes ont entre 15 et 24 ans, et là on parle de 4 fois plus de chances. 2021, suite à ce qui s'est produit notamment à Repentigny, il y a eu aussi un rapport qui a été fait sur le service de police de la ville de Repentigny, où là on voit que les personnes noires, c'est pas très différent de ce qu'on constate à Montréal. On parle de 3 fois plus de chances d'être interpellé. Et dans la suite du premier rapport qui a été fait en 2019 à Montréal, il y en a un qui vient tout juste de sortir, bon, qui a été finalisé, si je comprends bien, à l'automne dernier, mais que le SPVM a attendu l'été pour sortir, donc il est sorti en juin, et qui nous indique qu'en 4 ans, la situation, elle n'a pas changé. Les personnes autochtones ont 6 fois plus de risques de se faire interpeller, les personnes noires et arabes entre 2 et 4 fois. D'ailleurs, ce dernier rapport avait une seule recommandation, et c'était le moratoire sur les interpellations policières. Évidemment, le SPVM a rejeté la seule et unique recommandation du rapport qu'il a lui-même commandé, ce qui n'a pas été très surprenant en soi, mais ce qui est le plus alarmant, c'est que la Ville de Montréal, le ministère de la Sécurité publique, surtout que la Ville de Montréal s'est montrée très préoccupée depuis le premier mandat de l'administration Plante, on se dit très préoccupé par la situation, la Ville de Montréal a épaulé, soutenu le SPVM dans sa décision courageuse. Et donc, j'y arrive.
qu'est-ce qu'on exige et qu'est-ce qu'on fait pour exiger ça? Qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place à la Ligue et plus généralement, ce qu'on pense qu'il doit non seulement être porté par la Ligue, mais par d'autres personnes et organisations aussi dans la société civile, c'est ni plus ni moins l'interdiction des interpellations policières par les autorités politiques. Et quand je dis par les autorités politiques, ça a l'air d'un détail, mais c'est que finalement, la police, c'est pas notre interlocuteur. On s'adresse pas du tout à la police quand on demande l'interdiction des interpellations policières. C'est-à-dire que la police, en fait, la police va mettre en place, comme ils l'ont fait en 2021, une politique pour encadrer les interpellations, vont nous servir un discours qui nous explique à quel point c'est non seulement utile, mais nécessaire à sa fonction même. Il faut pouvoir interpeller les gens, il faut pouvoir brimer tel et tel droit pour accomplir le travail policier. Donc, c'est pas notre interlocuteur à proprement parler. L'interlocuteur, c'est les pouvoirs publics et c'est à eux qu'on s'adresse parce que ce qu'on veut, c'est justement pas un encadrement par l'institution qui produit cette pratique-là, qui déterminerait dans quelle mesure elle est confortable de maintenir cette pratique-là. C'est pas ce qu'on veut. Donc, peut-être juste en terminant, là, avant qu'on passe à la période de questions, juste donner 2-3 informations sur ce que les autorités politiques font présentement. Juste pour qu'on se situe et qu'on voit finalement dans quel contexte est-ce qu'on exige ça. Donc, à la Ville de Montréal, comme je l'ai dit, la Ville, précisément, ne fait rien. Donc, on dit qu'on est atterré par les statistiques, par la situation, mais il n'y a rien de concret qui est en place. En fait, Montréal appuie la police dans son statu quo. Le ministre de la Sécurité publique, lui, a déposé le 15 mars 2023 le projet de loi 14 qui modifie la loi sur la police. Et ce qu'il propose essentiellement, c'est d'écrire dans une ligne directrice que les interpellations discriminatoires sont interdites. Sauf que, elle est là la pogne, les interpellations discriminatoires sont déjà interdites. Elles sont déjà interdites par la charte. Et d'une part, ça continue quand même, mais d'autre part, de redire qu'elles sont interdites ne va pas servir à grand-chose. Donc, nous, on dit qu'il n'y a pas une distinction à faire entre des bonnes interpellations et des interpellations discriminatoires. À partir du moment où on accepte la définition qu'on a faite de l'interpellation, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises interpellations. Toutes les interpellations policières sont arbitraires. Toutes les interpellations policières violent les droits et libertés de toutes et tous. Et toutes les interpellations policières sont source potentiellement de profilage qui soit social ou qui soit racial. Alors, dernière chose, si ça vous intéresse, pour participer, pour contribuer à la campagne qui est en cours à la Ligue des droits et libertés, ben déjà, je le redis une troisième fois, parce que là, il n'y en a plus ici, mais il y en a sur les tables aux 3 entrées. Il y a la brochure, qui est un outil quand même assez intéressant. Il y a une déclaration qui peut être signée en ligne. La Ligue aussi propose de faire des ateliers, des formations. Fait que vous pouvez nous inviter si vous sentez le besoin dans vos organisations, dans vos lieux de militance. Aucun problème. Ça va nous faire plaisir. Et tout ça, bien évidemment, c'est pour garder la pression, continuer dans cette direction-là, à en parler, mais aussi à exiger non pas de la police, parce qu'on parle pas à la police, c'est pas notre interlocuteur, mais au pouvoir public. Donc, c'est à peu près ce qu'on avait à vous dire. Puis là, on pourrait revenir aux questions. J'imagine que je sentais qu'il y avait il y avait des gens qui avaient envie de parler. Oui. Je ne veux pas me confiner à un raisonnement trop juriste, justement, mais je me demande comment on interdit un pouvoir qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas monter un cas pour invalider une disposition tribunelle ou un pouvoir de la loi sur la police. Donc, est-ce que ça impliquerait comme une disposition explicite qui dirait que les policiers ne peuvent pas entrer en contact verbal ou
verbalement avec les citoyens. Comment vous voyez ça, la Ligue? Non, mais je pense que quelqu'un dans le public a une réponse. Ah, oui, on va la répéter. C'est une contestation de l'article 41, alinéa 1 de la loi sur la police pour vider garde, pour qu'on ne permette pas des parties. Juste répéter la question pour que tout le monde puisse l'entendre. On conteste l'article 48, alinéa 1 de la loi sur la police, qui est le fondement du devoir qu'on invoque pour permettre ces parties de tâches, et de dire que c'est invalide, sauf si vous l'interprétez pour l'interdire cette pratique. Alors, essentiellement, la question, c'était comment est-ce qu'on interdit quelque chose qui est pas permis, finalement. Pour le résumer très simplement, c'était ça la question. On le justifie avec l'idée du devoir de maintenir la paix, l'ordre et réprimer le crime sous l'article 48 de la loi sur la police. Le deuxième alinéa dit que la mission doit être remplie dans une manière qui respecte les droits et libertés des citoyens. Le problème est qu'il y a des tribunaux qui croient qu'une personne n'est pas détenue lorsque tout le monde sait qu'en réalité la personne est détenue. C'est ça le problème. Richard. Allô, Richard. Oui. Mais Richard a beaucoup de connaissances juridiques. Je ne sais pas si vous connaissez le règlement P6 à Montréal sur les manifestations. Mais Richard faisait partie des personnes là, qui ont amené un argumentaire juridique devant les tribunaux pour que ce soit... finalement, ça tombe. Mais bon, je me présente. Je m'appelle Linda. Je travaille à la Ligue des droits et libertés comme responsable à la mobilisation. Je pense que vous auriez pu répondre. Mais je peux débuter puis vous... non, mais je peux... c'est une bonne question. Comment on interdit... une pratique qui n'est pas un pouvoir reconnu par la loi ou la common law, les décisions des tribunaux. Donc en Nouvelle-Écosse, un exemple, c'est la Nouvelle-Écosse en 2019 qui a eu le même processus que nous, mais il y a de cela plusieurs années, où il y a eu aussi un rapport qui est sorti qui disait que les personnes noires en Nouvelle-Écosse étaient sur-interpellées par les policiers et ça a mené sur le moment à un moratoire par le ministre de la Justice, donc un arrêt temporaire de cette pratique-là. Puis ensuite, ce qui est intéressant en Nouvelle-Écosse, c'est que le rapport qui avait été émis n'a pas dit s'il fallait faire un encadrement ou une interdiction. Il a dit, on vous donne dans les deux avenues possibles de réponse politique à ce problème-là, une série de recommandations qui visent à encadrer et une série qui vise à interdire. Mais la première recommandation dans la voie de l'encadrement, c'était de dire, mais on devrait se poser la question préalable. Est-ce que les policiers ont même un pouvoir de faire des interpellations en vertu de la common law? La common law, c'est les décisions des tribunaux et le critère pour décider si des policiers ont un pouvoir de faire une pratique qui porte atteinte à la liberté. C'est un critère de est-ce que c'est raisonnablement nécessaire. Là, je ferai pas un cours juridique, mais raisonnablement nécessaire, c'est de mettre en balance les violations des droits puis l'impact pour la sécurité publique. Leur conclusion, c'est que non. Donc, les policiers n'ont pas de pouvoir en Nouvelle-Écosse, ni par la loi, ni par la common law, de faire des street checks. Donc, la conclusion de l'avis juridique par un ancien juge de la Cour d'appel de la province, c'était que c'est illégal. Donc, la province a fait un street check ban. Donc, c'est une directive qui fait 4 pages. Donc, il suffit pas de juste dire on interdit les interpellations. Quand on parle des pouvoirs policiers, chaque mot est important. Donc, il y a eu puis en même temps, la lutte continue. On parlait avec des groupes en Nouvelle-Écosse. C'est pas parce qu'on fait sur papier une interdiction que ça va arriver sur le terrain réellement. Après ça, il faut des mécanismes pour vraiment s'assurer que ça a cessé. Mais interdire, c'est ça. C'est avoir un document qui va avoir autorité sur les corps de police. Donc, pas une politique facultative, là, mais vraiment avec des obligations pour les policiers qui doivent respecter. Oui. L'État n'a aucun avantage à changer les lois parce que les policiers vont se donner contrôle. C'est eux qui vont appliquer de manière répressive quand l'État a besoin de ton répression, que l'État a toujours besoin de ton répression. Alors pourquoi devrait avoir un interlocuteur à l'État, pas de stratégie, il n'y a pas de stratégie à part de changer les lois? Ben, c'est une excellente question. Puis je pense que oui, je vais la répéter pour tout le monde. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la police, mais c'est l'État, notre interlocuteur?
grosso modo, ce qui a été fait, c'est d'identifier le lien entre la police et l'État. Finalement, c'est une seule et même chose avec, disons, une différente manière de s'appliquer. Donc, pourquoi est-ce que l'État voudrait restreindre les pouvoirs de ceux qui le défendent? Essentiellement, c'est un peu ça la question, ce qui est une très bonne question. Peut-être qu'interlocuteur, c'est un terme un peu prudent, dans la mesure où, dans le contexte des actions et des gestes que pose la Ligue des droits et libertés, c'est un peu dans cette direction-là qu'on veut aller, mais peut-être que plus généralement, un terme approprié serait non pas entrer en discussion, mais de mettre en place des moyens de pression et d'exiger des changements. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire avec la police. C'est quelque chose, par contre, qu'on peut envisager face au pouvoir public d'une manière peut-être un peu plus réaliste. Donc, interlocuteur, je suis d'accord. Je pense que ça vaudrait peut-être la peine de revoir ce mot-là précisément, mais l'idée, c'est que on ne s'adresse pas à la police, on s'adresse, après avoir comment on s'adresse à l'État, mais c'est à l'État qu'on s'adresse, soit pour demander, idéalement pour exiger. Mais aussi, juste pour compléter, on peut faire autre chose aussi, c'est-à-dire sensibiliser les gens à la problématique, puis aussi éduquer les gens par rapport à leurs droits et obligations en cadre d'interpellation. Parce que comme ça a été mentionné, les policiers vont jamais dire « en ce moment, vous êtes interpellé, vous n'avez pas l'obligation de répondre ». Par contre, si les citoyens prennent conscience de leurs droits aussi, ils pourront challenger dans une certaine mesure ces pouvoirs policiers, encore une fois, avec certains risques que la situation dégringole. Sur ce point-là... Ouais, il y avait quelqu'un derrière, par exemple, qui lève la main depuis longtemps, mais j'ai pas fait attention de qui levait la main en premier, là, donc il risque d'avoir des injustices. Moi, je peux juste répondre en partie, puis je pense que tu vas compléter aussi peut-être. Là, mais ce qui a été dit, c'est comme quoi on entend souvent sur le terrain que la police est raciste, la police est homophobe, la police est transphobe. Et comme solution à ces problèmes, on dit il faut mieux former les policiers pour éviter le profilage racial et social. Moi, je vais juste répondre par rapport aux interpellations. Comme ça a été dit par Philippe, les interpellations violent le droit à la liberté de circulation et le droit à la vie privée. Donc, tant bien même que les policiers soient les plus égalitaires possibles et fassent aucune discrimination en choisissant, donc dans la sélection des personnes qu'ils interpellent, les personnes interpellées vont toujours être victimes donc de violations à leur droit à la liberté de circulation et leur droit à la vie privée. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations qui vont être colligées sur ces personnes-là. Donc, même si on a des policiers qui sont plus du tout racistes, plus du tout homophobes, plus du tout transphobes, il y aura quand même des violations sur les droits et libertés des personnes interpellées. Donc, ça règle aucunement la problématique des interpellations. Après, dans un cadre plus large par rapport à comment contre-argumenter par rapport au système, je sais pas si tu as une piste de réflexion. Ben, très rapidement, je vais faire bien attention de garder mon chapeau de la Ligue des droits et libertés. Je pense que le travail qui est fait par la Ligue des droits et libertés amène à un point où on peut se poser cette question-là de manière peut-être un peu plus efficace, c'est-à-dire que depuis 60 ans,
c'est précisément la critique de chacune de ces réformes et de chacun de ces encadrements que la Ligue s'efforce de faire. Donc, sur 60 ans, ça donne une bonne idée, finalement, de l'efficacité de ces démarches. Oui, pardon, allez-y. Oui. Alors, si je l'appelle bien, vous avez bien dit que dans la charte canadienne et dans la charte québécoise, les détentions arbitraires sont interdites, n'est-ce pas? Oui, il y a une protection. C'est ça. Alors, il semble à moi qu'une interpellation, c'est une détention et c'est arbitraire. Oui, donc c'est vrai. Est-ce que c'est en réponse à la question qui a été posée par rapport aux moyens juridiques? En termes généraux. Ah, OK. Il semble à moi que si vous êtes interpellé, vous pouvez demander à la policière, pourquoi est-ce que je suis détenu? Parce que effectivement, c'est une détention, même si c'est pour quelques secondes, quelques minutes. Alors, vous êtes détenu. Oui. Il n'y a pas de bonne raison. C'est clairement une détention arbitraire. Alors, vous pouvez dire bye-bye. J'ai pas Donc, oui, qu'est-ce qui a été dit? Puis qu'est-ce qui a été dit, c'est que il y a une protection contre la détention arbitraire. Donc, si vous vous faites interpeller par la police, vous pouvez demander est-ce que je suis détenu? Et là, vous allez avoir votre réponse. Donc ça faisait partie des pistes de solutions qu'on a dit, des questions que vous pouvez poser aux policiers. Par contre, c'est pas dans toutes les interpellations que la personne va être détenue au sens juridique. Il va pas avoir de détention psychologique dans toutes les interpellations. Mais oui, ça faisait partie des pistes de solutions. C'est de demander aux policiers, c'est quoi le motif de votre intervention? Est-ce que je suis dans l'obligation de répondre? Et est-ce que je suis détenu? Est-ce que je suis arrêté? Donc, de renverser un peu le fardeau pour que le policier vous informe de vos droits, vu qu'il n'y a aucune obligation de vous informer de vos droits en cas d'interpellation. Oui, j'allais juste ajouter que, en même temps qu'on dit ça, on a conscience du risque, ça a un peu déjà été dit par moi, mais on a conscience du risque aussi que le policier reçoive mal ces questionnements-là, qu'il les reçoive donc comme une contestation de son autorité, et c'est là où ça va dégénérer, non pas parce que la personne a fait quelque chose de mal, mais parce que le policier va trouver une façon d'avoir l'information qu'il veut, d'avoir l'identité, et donc il va trouver un règlement, un article du code criminel où ça va dégénérer, puis souvent les gens peuvent se retrouver avec entrave au travail des policiers ou voie de fait. Donc ça, c'est aussi quand il y a une intervention qui est teintée par du profilage, c'est aussi connu que la personne va se ramasser en bout de ligne avec des infractions criminelles. Puis là, elle va être occupée à se défendre de ces infractions-là devant les tribunaux. Donc, elle n'aura pas l'énergie pour aller faire la démonstration des violations de droits ou du profilage qu'elle va avoir. C'est pour ça que dans la réflexion du comité à la Ligue avec cette campagne, c'était d'enlever le fardeau, tout en continuant à informer sur les droits, c'est d'enlever le fardeau sur les individus. Parce qu'en fait, on entend souvent les autorités dire ben si une personne a subi une violation de ses droits ou pense qu'elle a subi, parce qu'il n'y a jamais une admission que ça arrive vraiment, ben qu'elle aille faire des recours devant les différents mécanismes de plainte. Donc ça individualise aussi la problématique. Donc là, c'est de s'attarder auprès des autorités publiques pour leur dire ben c'est votre rôle d'assurer le respect des droits, même si on comprend très bien les liens entre l'État et la police, puis qu'on pense pas que le pouvoir politique est là pour assurer nos droits, mais par un mouvement qui fait de la pression continue, parce que c'est à ça que les autorités répondent, c'est à la pression maintenue sur le temps. Donc on leur dit, c'est à vous de faire cesser cette pratique et arrêter d'envoyer les gens qui vivent du profilage ou des violations de droits vers des mécanismes de plainte. Il faut agir en amont, parce que c'est un échec à chaque fois qu'une personne doit se ramasser devant un processus judiciaire pour faire valoir ses droits-là. Ça veut dire qu'on a échoué, que le pouvoir politique a échoué en amont à les faire respecter. Je ne sais plus si on a du temps. Est-ce qu'il y a une personne qui peut nous dire s'il reste du temps ou pas? Sinon... Ben, on a encore un peu de temps. Il y a deux questions. Je ne sais pas qui... OK, parfait. La question est bonne, c'est est-ce que au lieu d'avoir
des visites de policiers dans les écoles, ça pourrait pas être justement de l'information au droit et ainsi de suite. Ben, tout à fait. Puis même, je suis sûr qu'à la Ligue des droits et libertés, on serait heureux d'adapter des ateliers puis des formations pour ça, là, éventuellement. Mais tout à fait. Oui, avec lui, le monsieur, derrière, oui, avec le t-shirt bleu, pardon. Ben, ma compréhension, c'est que c'est essentiellement des termes différents pour des pratiques qui sont assez... je pense que... puis j'espère que quelqu'un pourra me corriger si je me trompe, mais il me semble que c'est une expression qui a été consacrée pour mettre un peu comme différentes opérations, mettons, mais finalement, il y a beaucoup d'éléments qui sont très similaires à ce qu'on retrouve dans, plus généralement, le street check puis l'interpellation policière. Il y a certainement des éléments techniques différents, mais je pense que oui, on peut puis je pense qu'on le fait. D'ailleurs, nous, on essaie de le faire justement avec ce qui se fait ailleurs au Canada. Peut-être qu'on gagnerait à aller voir un peu plus ce qui se fait aux États-Unis puis ailleurs dans le monde, tout à fait. C'est juste pas le temps. Non, ils n'ont pas le droit parce qu'il y a quand même un code qui régit le travail des policiers. La question, c'est est-ce que les policiers ont le droit de mentir? Les policiers n'ont pas le droit de mentir. Ils ont des obligations de respect, de diligence quand ils mènent leurs opérations. Il y a la loi sur la police qui régit leur comportement. Par contre, est-ce que dans les faits, c'est que les policiers vont il faut que je fasse attention à ce que je dis. Parce que moi aussi, je suis régie par des règles et le barreau du Québec. Mais en fait, c'est que les policiers, ça va être votre crédibilité contre la leur.